Je suis Ghislaine Senet, je suis la présidente du groupe AES, Alternative écologiste et sociale, à la région Île-de-France. Je viens des Yvelines, d'un petit village qui s'appelle Évêquemont, et ce matin, parce que nous sommes en plein pic de pollution, je suis venue en transport en commun, donc j'ai pris la ligne J jusqu'à Saint-Lazare et j'ai pris ensuite le métro ligne 13. Alors, le bilan, il n'est pas très positif. En fait, Valérie Pécresse a repris la dynamique qui avait été lancée lors du précédent mandat sous Pierre Serle, hein, il faut qu'on se le dise très clairement. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on parle de mobilité, et notamment du transport lourd, là pour le moment je parle vraiment du transport public structurant, hein, en fait elle ne fait que de continuer en fait, ce qui avait été mis en place, c'est-à-dire la commande de nouvelles rames, et puis elle hérite du Grand Paris Express, et donc voilà, elle est dans la foulée. Alors elle a quand même fait une petite rupture malgré son engagement, puisque nous avions obtenu de baisser de manière importante le pass Navigo. Quand elle est arrivée, elle a décidé de l'augmenter de 10 € supplémentaires. C'était un vrai gain de pouvoir d'achat pour les franciliens, et notamment les franciliens de grande couronne et du périurbain. Enfin, on sait à quel point aujourd'hui ces habitants ont de vraies problématiques de déplacement. Donc elle a été en rupture là-dessus. On continue réellement à se battre pour que le prix ne continue pas d'augmenter. Et puis en sortie, et si on doit être plus large sur les questions de mobilité, elle enchaîne sur la question vélo, mais de fait, et la crise a encore de surcroît accentué le besoin des franciliens à se déplacer. Donc sur la politique vélo, je pense que Stéphane Baudet, qui est le président de transport, a plutôt intelligemment œuvré et fait en sorte qu'effectivement il y ait un développement, même si on se rend compte que malgré tout, elle reste sur un modèle tout routier, hein. La place de la voiture pour elle est un enjeu majeur. Après, au-delà de ça, le mode actif, la marche ou toute autre forme de déplacement, notamment intégrant la multimodalité, aujourd'hui elle n'a pas du tout cette vision-là. On voit bien qu'IDFM continue en fait à ne traiter que les sujets, plus le vélo, mais les sujets habituels, sans vraiment prendre en compte la question du déplacement dans sa globalité. Et je crois que ça pose réellement un sujet, surtout après cette période post-Covid, parce que l'on voit que finalement les transports en commun structurants, sur lesquels on a toujours travaillé, aujourd'hui ça pose de vrais sujets. Enfin, moi j'ai été frappée de voir à quel point il y a peu de monde dans les trains. Et il n'est pas certain qu'au mois de septembre, on arrive à retrouver à ce qu'il y ait autant d'usagers. D'autant plus parce que le télétravail s'est fortement développé et à mon avis va perdurer. Les entreprises y voient un réel avantage, hein. Ça va libérer du foncier très concrètement. Les franciliens se sont rendus compte qu'ils gagnaient en productivité finalement et en qualité de vie. Donc on a réellement un vrai enjeu, nous en tout cas en tant que parti. Moi je suis très contente qu'il y ait un renouvellement dans cette commission, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse table rase de tout ce que nous-mêmes avons toujours défendu, pour réfléchir en fait à un nouveau modèle de mobilité. Et quand moi je parle mobilité, j'intègre aussi les questions d'aménagement, parce que tout est lié. Aujourd'hui on a toujours tendance à penser le déplacement comme une priorité au transport pendulaire, et nous, notre vision, bien évidemment, décarbonation du déplacement, mais je crois en fait qu'il faut vraiment qu'on dézoome et qu'on soit plutôt sur la question de la gestion des flux. Et voilà, donc on a plein de choses à faire ensemble. Nous, on a toujours été de toute façon contre la formation des clusters. On pense que c'est une hérésie, et on l'avait défendu d'ores et déjà en fait, hein, au moment où il y a eu la bataille entre le Grand Paris de Sarkozy et l'Arc Express,
qui était défendu à l'époque par la région, on remettait totalement en cause ce grand schéma qui était de vouloir rejoindre en fait les clusters, hein, les grands pôles économiques aux principaux, enfin aux aéroports. Et nous, on a toujours dit qu'il fallait mettre en place réellement et travailler sur le transport du quotidien. Ça nous a toujours amené à nous interroger sur le bien fondé des lignes telles que la ligne 17 et la ligne 18. Enfin, la ligne 18 qui est vraiment une hérésie, hein, c'est-à-dire faire un transport lourd traversant la vallée de Chevreuse jusqu'à Versailles, mais qui n'a en fait que vocation à relier Orly au pôle touristique de Versailles, quoi. Et donc traverser la campagne par un transport lourd. Donc on a toujours remis en cause la 17, la 18 et bien évidemment Charles de Gaulle Express qui est carrément une gabegie d'argent et puis quelque chose de totalement élitiste et par conséquent on juge qu'aujourd'hui il est plus que nécessaire de remettre sur la table des priorités parce que déjà il n'y a plus d'argent, hein, il faut qu'on se le dise et ça va être un vrai sujet d'actualité puisqu'on sait que IDFM va être bientôt en cessation de paiement et donc oui il faut revoir réellement les priorités, il ne faut pas en avoir peur et même si aujourd'hui on a plutôt eu en matière d'aménagement le projet de construire autour des gares, on défend également à ce qu'en matière d'aménagement, on soit sur de la mixité fonctionnelle. Et donc autour des gares, il peut très bien y avoir du commerce, de la culture, et la possibilité de pouvoir aujourd'hui créer d'autres modes de déplacement, et notamment autour du covoiturage, de l'autopartage, de lignes TCSP, et bien évidemment de mode actif, quoi. Il faut qu'on arrive à redonner, et en tout cas à faire réfléchir sur comment on arrive à redonner aux habitants l'espace public, et l'espace public en tant que vecteur de déplacement et pas forcément au travers de la voiture. Il y a des tonnes de micro-mobilité, on l'a bien vu, hein, entre les trottinettes, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui et donc il faut qu'on arrive à réfléchir sur comment aujourd'hui on va gérer cette mobilité. Et puis il y a une chose qu'on défend nous, écologistes, qui est peu défendu, c'est comment on limite les déplacements. Et on l'a bien vu pendant cette crise sanitaire, en fait, hein. Beaucoup de franciliens ont aussi bénéficié du fait de ne pas avoir systématiquement à se déplacer en rationalisant les déplacements, parce que c'était plutôt difficile d'avoir à remplir une attestation pour aller continuer à aller s'alimenter régulièrement, et il y a vraiment quelque chose à faire. Enfin, on dit toujours, quoi. Il faut aussi à un moment donné se dire que l'usage de la voiture qui coûte très cher, en énergie, qu'en assurance, qu'en possession d'ailleurs de la voiture elle-même. Enfin, il y a vraiment quelque chose de global à revoir. Mais il faut revoir les priorités. Il faut pas s'interdire de se reposer toutes ces questions. Et de toute façon, les franciliennes comme les franciliens se posent d'ores et déjà ces questions et beaucoup en tout cas expriment le fait de vouloir changer leur comportement face à leur mobilité. Oui, plus que jamais. Enfin, moi, je le vis bien, hein. J'ai un mari qui travaille dans le sud des Yvelines et il n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture. Parce que effectivement il manque complètement des axes transversaux. Alors après, moi ce que je déplore, et ça aussi peut-être qu'une bonne fois pour toutes les élus devraient s'interroger, c'est que j'ai un exemple typique, le T13. Donc la ligne, hein, qui devrait normalement rejoindre
Saint-Cyr-l'École, avant c'était Versailles, jusqu'à Cergy-Pontoise. On arrive vaguement à une phase 2 sur laquelle il a fallu faire une petite virgule supplémentaire, alors qu'on sait très bien qu'il faut qu'on arrête de créer des lignes en Y, parce qu'à chaque fois ça pose de vrais problèmes d'exploitation. Et on a toujours des nouveaux élus qui arrivent, qui veulent absolument que, tant que le projet n'est pas totalement validé, puisse passer par des centres-villes. Conclusion, une ligne express qui permettait vraiment de faire du transversal et de permettre au nord, on va dire du sud du Val d'Oise jusqu'au sud des Yvelines, et ben voilà, on est en train de créer quelque chose qui est en train de devenir très lourd et qui en fait ne répond pas aux besoins réels, quoi. Ça c'est réellement problématique. Après, nous on a développé des lignes express bus, hein, et ça a continué d'ailleurs à se développer. On l'a bien vu notamment avec la ligne 14 Express qui a été un vrai succès. Enfin, il y a vraiment une réflexion à avoir. Et comme moi je suis convaincue qu'on va avoir des axes routiers qui vont être, il faut qu'on y travaille, moins congestionnés, il faut qu'on mette des priorités, notamment sur le transport partagé et collectif. Enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment travailler sur la question de la mixité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plutôt un transit qui se fait tous les matins et tous les soirs entre la Grande Couronne, la zone périurbaine et un peu plus dense, et Paris. Et d'ailleurs, Paris étouffe de ça, hein, parce que voilà, on vient tous travailler, que ce soit sur la Défense, mais également là où il y a le plus d'emplois, c'est-à-dire sur Paris. Donc il y a vraiment à travailler au sein des territoires à ce qu'on puisse développer du commerce de proximité, sortir des schémas où on va aller forcément mettre les centres commerciaux en dehors des villes. En fait, c'est une question d'étalement urbain, hein, de surcroît, et comment on arrive à faire revivre tous ces lieux qui sont devenus en fait des lieux dortoirs, où toute l'activité économique en fait est complètement déportée. Donc on a des bassins de vie aujourd'hui qui doivent répondre en matière de services publics, en matière de loisirs, de culture, alors que l'activité économique bénéficie plutôt Paris et le centre de la métropole. Donc il faut impérativement, et tous les territoires le demandent par ailleurs, hein, à ce qu'on puisse structurer par bassin de proximité, par bassin de vie, une offre de services publics et de culture qui soit adaptable à tous. Et ça permettra surtout de travailler sur le mieux vivre ensemble. Nous, on le vit vraiment dans nos villages, hein. À partir du moment où les gens travaillent une partie chez eux, et ben ça veut dire que le matin, ils vont aller dans le petit commerce de proximité avant de se mettre derrière leur bureau. Ça veut dire que ça crée du lien dans les quelques commerces qu'il y a. Les gens ont plaisir vraiment à aller à la ferme d'à côté, enfin bénéficier de la vente directe, à aller à la map d'à côté. Enfin, il y a quelque chose qui se passe et ce serait vraiment une hérésie de pas en profiter. C'est-à-dire que tout le monde a envie de vivre et de s'épanouir dans son lieu de vie. Et on a bien vu que y a des liens qui se sont créés avec les voisins. Enfin, il s'est passé un truc quand même qui n'a pas été simple. Hein. Faut pas non plus qu'on oublie les décès et tout ce qui a pu se passer lors de cette crise, mais d'un autre côté, je pense que tout le monde a pris conscience qu'on peut gagner quelque chose, tant dans sa qualité de vie que pour lutter contre le réchauffement climatique et tous les sujets qui nous intéressent et qu'on a toujours défendus. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Enfin, on a lors du mandat précédent, fait donc un schéma directeur et un plan de déplacement urbain, un PDUIF, qui supprimait et qui en fait pointait les derniers axes routiers qu'il fallait faire, qui sont souvent liés à des questions de sécurité.
des déviations, des détournements de centre-ville. Et donc on avait vraiment décidé de supprimer un certain nombre de gros projets qui traînaient. Et quand Valérie Pécresse est arrivée, elle a mis en place ce qu'on appelle le RIR, le réseau routier d'intérêt régional. Elle a négocié avec tous les départements et tous les départements ont mis sur la table pléthore de nouveaux projets routiers et on en vote encore tout le temps. Enfin, à chaque session de commission permanente, on continue à voter des projets routiers. Moi, j'ai en tête, alors je fais encore très local, j'en suis désolée, mais on a par exemple un projet de déviation RD 154 qui aujourd'hui... Enfin, on se demande pourquoi on veut absolument faire cette déviation et la seule raison c'est de pouvoir désenclaver la ville de Verneuil-sur-Seine et le maire actuel et les élus locaux n'hésitent pas à aller taper dans un bois de Verneuil, c'est-à-dire dans un bois. Ils vont demain faire une route, alors je sais plus, je crois qu'elle fait 50 voire 60 mètres de large, sous prétexte qu'il faut mettre d'ailleurs du cyclable, hein, donc il faut voir grand, en plein milieu d'un réservoir de biodiversité, d'un espace de respiration entre Verneuil-sur-Seine et les Mureaux, et on se dit, mais enfin moi j'attends d'ailleurs le jour où ils vont arriver avec les machines pour taper dans les bois. Enfin, on sait aujourd'hui qu'on a besoin de puits carbone, on sait qu'on a besoin d'espaces de respiration, on a besoin de fraîcheur, et on a encore la région et le département des Yvelines qui n'hésitent pas, sous prétexte de désenclaver un tout petit peu, enfin, en tout cas de sortir les voitures d'un centre-ville, et ben voilà, de taper dans les espaces naturels. Or, on sait que de toute façon, l'usage de la voiture, c'est le sens de l'histoire. On aura de moins en moins de voitures individuelles. La voiture doit être forcément partagée. Moi, je ne suis pas contre la voiture. Enfin, en tant qu'élu de Grande Couronne, on a besoin effectivement de se déplacer, d'avoir un véhicule qui nous permette de pouvoir rejoindre un point A, un point B. Enfin, ça semble juste évident. Mais il faut qu'on remette en cause la question du déplacement motorisé individuel. Enfin, quand on donne 9 milliards à Renault sur la construction automobile, enfin, ne vouloir simplement mettre l'argent parce qu'il faut qu'on travaille sur de la motorisation propre, c'est la plus grave erreur qui puisse exister. De toute façon, on ne reviendra jamais à un niveau d'achat individuel aussi important, parce que 1, ça coûte, 2, ça coûte beaucoup en ressources, 3, c'est une hérésie de continuer à utiliser autant de matière pour le déplacement d'une seule personne, enfin, c'est anti-écologique. Et puis, après, il y a vraiment une question de moyens et de sous, quoi. Enfin, il faut qu'on arrête de penser qu'on a besoin d'avoir 2, 3, parfois 4 voitures qui prennent une place incroyable dans l'espace public, qui empêchent d'autres modes de déplacement, et notamment les modes actifs. Hein. Ça pose de vrais problèmes de sécurité pour les micro-déplacements et pour la marche. Et donc, il faut qu'on arrive à faire comprendre que cet espace public, il doit être au contraire donner en priorité aux piétons, parce que c'est ça aussi qui va faciliter le vivre ensemble. Quand moi je vois des rues qui sont prises tous les soirs par les habitants pour des regroupements, des moments de convivialité, moi je trouve ça génial. Et il faut qu'on arrive, et c'est ça qui pacifie en plus la route. C'est ça qui fait que lorsqu'une voiture arrive dans un centre-ville, elle se dit il faut que je ralentisse, parce que là il y a des piétons, là il y a des enfants qui jouent, là il y a des vélos, et donc plutôt qu'aller mettre des panneaux partout de limitation de zone 30, et on en parle beaucoup là, notamment dans les municipales, et bien c'est de se dire, si on occupe par la végétation et par les habitants ces espaces, et bien de fait la voiture elle ralentira. Et donc il y a vraiment, à mon sens, une vraie réflexion à avoir sur comment on arrive à redonner cet espace public, comment on arrive à ouvrir nos habitats vers ces espaces pour en faire des lieux de vie et des lieux de convivialité. Et c'est ça qui fera que les gens se sentiront bien chez eux, se sentiront bien dans leur ville, et qui feront qu'ils auront plutôt tendance à aller chercher de l'emploi à proximité plutôt que d'aller à traverser toute la région parisienne pour subir 3 à 4 heures de transport en commun tous les jours, sachant qu'ils se sentent plus en sécurité lorsqu'il faut se déplacer aujourd'hui au travers des transports en commun. Certains territoires ont fait le choix du transport à la demande. Et c'est vrai qu'en matière d'aide de la part d'IDFM, c'est pas très important. Enfin, c'est souvent aujourd'hui encore porté par les territoires. Et finalement, je pense qu'il y a une vraie priorité à ce que IDFM puisse travailler sur des solutions. Enfin, je vais pas citer
forcément et mettre en avant un opérateur, mais le système Flexigo de Transdev est pas inintéressant. Enfin, moi, je trouve ça très bien, plutôt et très intelligent de pouvoir dans un premier temps, réfléchir effectivement à des navettes de transport à la demande, sur demande des habitants, ce qui permet de cerner les besoins et de pouvoir tracer les lignes et finalement de voir quels sont les flux, les axes majeurs sur lesquels on a besoin d'une réponse collective. Ce qui permettrait ensuite à IDFM d'avoir une vision claire des besoins à mettre voilà, sur quel trajet, sur quel type de déplacement. Ce qui permettrait aussi de créer des lignes de covoiturage, ce qui permettrait aussi de pouvoir positionner des hubs de transport dans chaque commune pour déterminer des circuits et permettrait dans ces hubs de transport de mettre alors des bornes de recharge électrique parce que malgré tout on a le sentiment que les constructeurs automobiles misent sur ce type de technologie et que si moi ces véhicules sont partagés ça me pose pas de sujet, mettre de l'autopartage bien évidemment, mettre de la station de covoiturage et puis mettre surtout aussi tout ce qui est stationnement sécurisé de micro-mobilité pour pouvoir voilà, en tout cas favoriser vraiment la multimodalité et on a besoin dans chaque lieu de vie d'avoir voilà, un endroit dédié où on sait que là on va avoir une offre multiple de services de mobilité et qui permettra, et ça je crois beaucoup, alors c'est mon expérience de maire, mais on a aujourd'hui une vraie problématique, hein. Toutes les voitures sont dehors, sont sur l'espace public, tous les garages maintenant deviennent des pièces à vivre. Et avec le télétravail, finalement, les personnes vont avoir besoin encore plus de pièces à vivre. Si derrière il y avait une vraie réflexion en disant, bah, alors qu'on le subit aujourd'hui dans les collectivités, à ce que les garages deviennent voilà, des pièces à vivre, ça pourrait être aussi des pièces de télétravail, de travail partagé, des tiers-lieux. Des personnes pourraient, parce qu'on a la mixité dans le type de logement, il y a des personnes dans des petits appartements ne peuvent pas, mais si d'autres pouvaient mettre à disposition ce type d'endroit pour ben voilà, travailler, partager ensemble, mais ça veut dire en lâchant le fait d'avoir des voitures parce que derrière ils ont une offre de mobilité publique, mais enfin, en matière d'emménagement on gagnerait énormément et ça permettrait d'éviter à faire encore de la construction neuve et de continuer à artificialiser nos territoires. Donc il y a plein de choses sur lesquelles aujourd'hui il faut que l'on réfléchisse et je pense que c'est vraiment le bon moment parce que beaucoup prennent conscience qu'effectivement, il faut qu'on revoie notre modèle et il faut qu'on revoie notre façon de vivre, notamment ici en métropole parisienne. Oui, je vais bien au-delà. Donc là, il y avait eu effectivement, alors je ne sais pas si ça avait été sous un appel à manifestation d'intérêt, une AMIM, enfin bon, donc il y a différentes start-up ou entreprises qui sont axées sur la question du covoiturage et sur lequel effectivement la région finançait 1 euro pour 1 euro voilà, mis par l'usager. Moi, dans le cadre du parc naturel régional du Vexin français, on a travaillé avec une société qui s'appelle Covoitici, qui justement, eux, ont envisagé le covoiturage comme un service public. Et c'est-à-dire qu'ils souhaitaient utiliser les infrastructures type abribus, avec de l'affichage, permettant d'avoir un lieu contraindre de rendez-vous sur un lieu de passage et qui permettait à ce que lorsque les voitures passent, puissent voir qu'il y a effectivement quelqu'un qui souhaite aller à un endroit précis, de pouvoir le prendre en ligne, en plus avec tout un système assez sécurisant en fait pour les usagers. Et ce qui est incroyable dans cette expérience-là, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement le problème n'était pas tant le véhicule, parce que moi j'ai eu des personnes qui me disaient mais c'est incroyable, moi j'aimerais bien faire du covoiturage mais quand je passe j'ai personne. Et en fait on n'avait pas suffisamment de personnes qui souhaitaient aller à cet endroit parce que ils avaient peur de ne pas pouvoir trouver la voiture qui allait se déplacer. Et c'est pour ça qu'ils ont amené leur réflexion à dire créons des lignes selon les demandes et finalement la base de données qu'on est en train de monter. En fait, on voit il y a des axes qui sont prioritaires. Et là, on peut s'engager et dire, si vous venez à cet endroit-là, vous avez
possiblement une voiture toutes les 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, qui pourra vous prendre pour vous amener à l'endroit où vous voulez aller, et au retour, pouvoir également dire, eh bien voilà, là vous attendrez plutôt en moyenne 7 minutes ou 3 minutes. Et ça, je trouve ça vachement intelligent, parce que ça permet à chacun, à ceux qui n'ont pas d'autres possibilités pour X raisons, parce qu'ils ont des choses à transporter, etc. C'est d'utiliser la voiture individuelle et les voitures individuelles qui vont rester comme finalement un outil partagé. Et il faut sécuriser les personnes qui, eux, n'auront plus l'occasion de pouvoir avoir une voiture, de pouvoir bénéficier de ce service-là. La voiture, aujourd'hui, moi, c'est pour ça que et d'ailleurs, on se fait souvent renvoyer dans nos buts en disant, mais de toute façon, vous les écolos, vous êtes contre la voiture. Moi, je pense que la voiture peut être un outil inclusif. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des personnes qui sont fragiles, des personnes parce qu'ils n'en ont pas les moyens de pouvoir, rien que passer le permis, hein, qui coûte quand même cher, ou de pouvoir posséder une voiture, ou les personnes âgées qui aujourd'hui ne veulent plus conduire de voiture. Donc c'est un outil qui permet vraiment d'offrir de la mobilité, et on sait que la mobilité, ça permet de trouver de l'emploi, c'est émancipateur, ça permet aussi d'accéder à la culture, etc. Donc moi je ne suis pas contre. Ce que je pense réellement aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on revoie réellement ce modèle-là, et le covoiturage organisé en tant que service public peut être réellement une vraie réponse. Et puis en plus, ça permet de créer du lien, voilà, on partage. Et aujourd'hui, moi je serais constructeur automobile, après cette crise sanitaire, plutôt que de simplement penser à travailler sur la motorisation propre, je commencerai à penser comment dans un habitacle, on arrive à éviter effectivement la transmission de virus. Ça veut dire comment on aménage aujourd'hui les véhicules pour pouvoir en faire réellement des espaces protégés. Ça me semble évident, mais comme les navettes de transport en commun et de transport à la demande, comment aujourd'hui on réfléchit à ça? C'est plus l'aménagement intérieur sur lequel il faut également réfléchir, en plus de la motorisation et en plus de l'allègement des matériaux, parce que c'est aujourd'hui, on ne peut pas continuer. Aujourd'hui, les SUV, c'est un vrai scandale. On a mis des milliards sur la table déjà pour les constructeurs automobiles, et malgré les accords de Paris, ces entreprises continuent à faire des véhicules qui sont totalement inadaptés, et bon, voilà, il faut qu'à un moment donné tout le monde prenne conscience qu'il y a des priorités importantes à tenir. Il y en a plein. Enfin, déjà, on sait, on connaît les principaux sites. Enfin, je veux dire, il y a des flux quasiment de mass transit pour aller Euro Disney, Versailles, Giverny. Enfin, on a déjà les grands axes. Mais ce qui est important, c'est effectivement pouvoir développer le tourisme de proximité. Il y a des expériences qui se font aujourd'hui sur les territoires, et notamment dans les parcs régionaux, où on va à la sortie de la zone dense mettre des baladobus, par exemple, qui permettent de récupérer, et notamment des Parisiens, enfin des personnes qui ont envie juste à un moment donné de prendre un week-end, et de pouvoir aller découvrir tous ces espaces merveilleux alentour. Ça c'est typiquement des choses que l'on peut mettre en place. Ou tout comme, c'est en train de se faire, la question de la mise en place de RER vélo, et en tout cas d'un schéma directeur vélo, qui permettrait de pouvoir, avec peut-être à un moment donné un besoin motorisé si c'est vraiment éloigné, mais ça veut dire que derrière il faut prévoir les bus sur lesquels on peut mettre les vélos. Enfin, il y a pléthore de possibilités de développement pour faire en sorte que ce tourisme de proximité se développe. Et ça passe pas forcément par du structurant, ça passe par une nouvelle appréhension du besoin, c'est-à-dire comment on fait aujourd'hui, et particulièrement avec les pics de chaleur et les pics de pollution qu'on va de plus en plus subir, comment on fait pour que les personnes... Moi je donne vraiment priorité, alors c'est pas bien, peut-être qu'il faut qu'on continue, mais moi je crois que le transport aérien de fait doit aussi diminuer. On peut pas continuer, voilà,
c'est qu'on est contre le T4 et c'est une hérésie à ce que les pouvoirs publics, que l'État puisse penser qu'on va vers un doublement du trafic aérien. On sait qu'au contraire, ça va se diminuer. Donc ça veut dire qu'on aura moins de touristes étrangers. On aura peut-être au travers du train et au niveau du tourisme européen quelque chose à construire. Mais oui, profitons-en pour faire découvrir notre beau territoire qui est l'Île-de-France en sortant en fait des clous. En plus, je pense que réellement tout le monde a envie de sortir un peu de ce tourisme de masse, quoi, hein. Enfin, quand on voit les Chinois dans leur bus qui ont à peine 5 minutes de pause entre les différents sites, ça c'est pas faire du tourisme, enfin, c'est favoriser un tourisme consumériste. Mais voilà, tout le monde a plutôt envie de prendre le temps, de découvrir voilà, des beaux espaces. On a des pépites architecturaux. Je pense à Villarceau par exemple, qui est très peu connu, qui fait partie du patrimoine régional et qui est juste un truc extraordinaire, qui est à côté de la Roche-Guyon et de Giverny. Enfin là, il se passe des choses incroyables. Organisons un transport voilà, plus doux, et puis qui permettent surtout de pouvoir découvrir les territoires entre, quoi, et faire vivre finalement les gîtes, les petits restaurants, les festivals qui se font dans nos petites communes, les pièces de théâtre, mais pas tant que ça, et puis du coup à faire vivre les associations culturelles locales. Enfin, il y a tellement de choses à construire, et c'est le bon moment, c'est vraiment le bon moment. Je ne sais pas si je me positionne en tant que présidente de région, mais en tout cas, je suis vraiment, quand je dis c'est le bon moment, je pense qu'on... Enfin, vraiment, j'aimerais que les Franciliennes et les Franciliens se rendent compte que si c'était les écologistes qui gagnaient cette région, on arriverait vraiment à faire quelque chose qui soit en adéquation, en tout cas, avec tout ce dont on parle aujourd'hui, le monde d'après, ou en tout cas comment on fait pour changer de modèle. Et je pense qu'on est les mieux placés pour réfléchir justement et pour poser